Cet emballage en aluminium contient un hymen artificiel, commandé sur Internet. Le fabricant conseille de l'insérer dans le vagin 30 minutes avant le rapport sexuel, pour qu'il réagisse à l'humidité et à la chaleur du corps. Le but, explique-t-il, est d'avoir des traces de sang sur le drap la nuit de noces. Plus loin, on peut lire « L'avantage est que vous évitez une intervention chirurgicale de reconstruction de l'hymen. Pendant le rapport sexuel, essayez de vous crisper et de simuler la douleur pour que ça ait l'air encore plus authentique. » Nous sommes heureux, écrit le fabricant plein d'attention, de pouvoir vous aider à résoudre votre problème. Il faut compter environ 50 € pour une petite poche en cellulose remplie de sang artificiel. Mais qui a besoin de ça? Et dans quelle détresse une femme doit-elle être pour commander une chose pareille? Lorsque mes parents ont quitté la Turquie il y a 50 ans, ils emportaient dans leur bagage de la peur, de l'espoir et un tas de vieilles traditions. Le fait de vivre de façon totalement autonome et qu'une femme décide elle-même de son corps et de sa sexualité leur était étranger. Aussi étranger que ce qui les attendait loin de chez eux. Voici la cuisine de notre appartement de Neukölln, à Berlin. L'arrivée en Allemagne a marqué le début d'une nouvelle vie pour ma mère et pour mon père. Ils ont dû apprendre bien des choses et surmonter bien des épreuves pour s'intégrer dans cette société libre. L'amour et la protection dont ils m'ont entourée me portent encore aujourd'hui. Bien sûr, il m'arrivait d'être en conflit avec eux. Par exemple, ma mère n'a pas vu d'un très bon œil mon premier grand amour. Et mon père aurait également préféré que j'épouse un homme correspondant à ses critères à lui. Mais ils ont toujours accepté mes choix. Plus tard, j'ai appris que c'était une chance d'être aussi libre, et que beaucoup de mes camarades de classe, turcs et arabes, musulmans donc, ne pouvaient pas en dire autant. C'est ici, à Berlin-Wedding, que j'ai passé mon bac il y a 20 ans. J'aimerais savoir comment les jeunes musulmans vivent aujourd'hui, ce qu'ils pensent de l'amour et du couple, et quelle place ils accordent à la religion et à la tradition. J'ai une question personnelle à te poser. Tu n'es pas obligé de répondre. Pas de souci, je réponds à tout. Imagine que tu tombes amoureux d'une fille et qu'elle te dise qu'elle n'est plus vierge. Qu'est-ce que tu ferais? Honnêtement, je prendrais mes distances. Si je suis amoureux d'elle, que j'ai l'intention de l'épouser et que j'apprends qu'elle n'est plus vierge, c'est très dur à accepter. Au niveau éthique ou moral, je ne peux pas trop répondre, mais au niveau religieux, ce ne serait pas correct. Si je rencontre un garçon, que je tombe amoureuse de lui et qu'il me fait cet aveu, pourquoi devrais-je le repousser alors que j'ai appris à l'aimer? Tu peux m'expliquer pourquoi? J'ai reçu une éducation musulmane. D'ailleurs, ma femme aussi devrait être musulmane. Alors, si elle a mal agi, qu'elle n'a pas suivi les lois et les commandements de Dieu, je n'aurais rien contre elle personnellement, et si je suis amoureux d'elle, je lui souhaiterais le meilleur. Mais si je couche avec elle en sachant qu'elle l'a fait avec un autre, qu'un homme l'a déjà touchée, ça va me dégoûter. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais j'espère que tu me comprends. On dit tout le temps qu'il faut l'égalité des droits entre la femme et l'homme, que c'est un principe reconnu dans l'islam. Mais concrètement, quand je vois ma vie et celle des autres, ça ne correspond pas à la réalité. On peut parler autant qu'on veut d'égalité des droits, dire que les deux sexes doivent être traités de la même manière, que les hommes qui ont des relations sexuelles avant le mariage doivent être punis comme les femmes. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Par exemple, si une femme a un rapport sexuel avant le mariage, elle perd son honneur.
Quand j'avais 9 ans, un crime d'honneur a été commis dans notre quartier. Un Turc a tué sa fille parce qu'elle entretenait une relation avec un Allemand et qu'elle avait perdu sa virginité. Si à l'époque l'affaire n'a pas intéressé les médias, elle a éveillé en moi des questions qui me préoccupent encore aujourd'hui. Pourquoi ce sont toujours les familles d'immigrés musulmans qui refusent à leurs enfants le droit de choisir leur vie? Quel est le prix à payer pour être libre? Faut-il tout abandonner? Et après? Ces structures sociales exercent une pression incroyable. Et décider de s'en affranchir, de ne plus en faire partie, est sans doute encore plus difficile que de quitter un groupuscule d'extrême droite. Car dans un cas, il s'agit juste d'une petite organisation, alors que dans l'autre, c'est toute une culture contre laquelle il faut faire front. Dans l'islam, les femmes sont évidemment très défavorisées. Il faut qu'elles obtiennent l'égalité des droits, qu'elles soient au même niveau que les hommes, et pas 10 échelons en dessous, et que personne ne puisse décider de leur sexualité ou de leur vie. Quel genre de Turc tu es? Tu n'es pas une musulmane, tu as eu des rapports sexuels? Ça, je l'ai souvent entendu. Je me fiche complètement de ce que les autres pensent et disent de moi. Mais au niveau de la sexualité, je dois dire... J'ai encore du travail à faire pour être un peu plus détendue, lâcher prise. C'est un combat difficile contre moi-même. Je suis convaincue que Dieu nous a fait pour que nous vivions avec notre temps, pour que nous utilisions notre raison et notre intelligence. Dans le monde islamique, ce serait un énorme soulagement si on abandonnait une bonne fois pour toutes cette obsession de la virginité. Ça mettrait fin à toute la folie qui va avec. Salam. Sacha Özlem Soydan est comédienne. Elle a déjà interprété mes œuvres sur scène, ou plus exactement les adaptations théâtrales des histoires que j'ai écrites sur de jeunes musulmans en Allemagne. Sacha va jouer une mariée et incarner toutes celles que j'ai pu voir dans les somptueuses cérémonies musulmanes. Si nous créons cette mise en scène, c'est que les futures épouses ne veulent pas parler de leur virginité devant la caméra, de peur d'entacher leur réputation. Arifé avait 16 ans lorsqu'elle est partie de chez elle. Elle n'avait pas envie de se plier aux principes moraux de ses parents et de sa famille, ni de devoir justifier chacune de ses initiatives. Elle veut décider elle-même si elle va se marier, quand et avec qui, et de son mode de vie. C'est pourquoi elle s'est réfugiée dans un logement encadré pour mineurs. Ses parents n'en connaissent pas l'adresse. Dans ma famille, la virginité tient une place très importante et même centrale. Parce que la réputation passe avant tout. Ma mère m'a dit un jour, j'avais une amie turque qui avait eu des rapports sexuels avant le mariage. Et ma mère et mon père m'ont dit, tu ne dois plus avoir de contact avec elle. Ce qu'elle a fait est très grave. J'ai demandé, et pourquoi c'est très grave? Elle a sali l'honneur de sa famille. C'est quoi l'honneur? Ma mère n'a pas pu vraiment répondre à mes questions.
Dès l'enfance, on nous martèle « tu dois rester vierge et tu ne dois pas avoir de liaison avec un garçon, sinon personne ne t'épousera. Aucun Albanais ne voudra de toi. Tu seras impure et mauvaise, comme une pute. » Je venais d'avoir 18 ans. J'avais un petit ami et je ne voulais plus me laisser faire. Quelques jours plus tôt, ils avaient trouvé des pilules dans ma chambre et ça avait déclenché une dispute monstre. Un soir que je rentrais du travail, il y avait deux de mes oncles à la maison. L'un venait des Pays-Bas et l'autre de la Ruhr. Et là, j'ai complètement paniqué. Je me suis barricadée dans ma chambre. J'ai mis quelques affaires dans mon sac à dos. J'ai appelé mon petit ami et je lui ai dit « Tu dois venir me chercher. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut que tu viennes me chercher. » Je me suis toujours posé cette question. Comment se fait-il que la liberté individuelle soit acquise pour une grande partie de notre société, alors que d'autres doivent prendre tous les risques simplement pour vivre comme ils l'entendent? C'est ainsi que la plupart de ces jeunes filles rêvent très tôt d'un grand mariage. L'hymen étant le bien le plus précieux, sa perte doit être célébrée comme il se doit. La mariée quitte le domicile parental pour celui de son mari et passe de l'autorité de son père et de ses frères à celle de son époux. Ce ruban rouge n'est pas un ornement. À son mariage, chaque musulmane le porte comme symbole de sa virginité. Celle qui ne saigne pas durant la nuit de noces peut bien souvent s'attendre au pire. Seyran Ateş est l'une des premières à avoir abordé publiquement ce sujet en Allemagne. Avocate née en Turquie, elle est sans doute aujourd'hui la plus célèbre des féministes allemandes et musulmanes. Je suis arrivée ici à 6 ans. J'ai vécu dans une famille où les garçons étaient privilégiés au détriment des filles. Ça paraissait tellement naturel, tellement évident, et ce, dès la scolarité. Quand je suis partie, je me suis rendu compte qu'il n'y avait presque personne qui pouvait m'aider. Dans les années 80, les institutions n'étaient pas encore équipées pour soutenir des jeunes femmes comme moi. Or, j'ai constaté que les jeunes femmes comme moi avaient besoin de soutien. J'ai donc décidé de travailler dans un centre d'accueil, où moi-même je ne pouvais pas vraiment me faire aider, faute de structures adaptées. Son engagement pour les femmes et pour les droits humains a failli lui coûter la vie. Kreuzberg, Lausitzer Straße 46. In diesem Laden werden türkische Frauen in Familienangelegenheiten und sozialen Fragen beraten. Türkische Männer haben die Angestellten mehrfach wissen lassen, dass sie eine solche Beratung ihrer Frauen als Einmischung ablehnen. Gegen 10 Uhr am Dienstag voriger Woche betritt ein Türke diese Räume und fragt die 4 anwesenden Frauen nach einer Layla. Als er aufgefordert wird, den Laden zu verlassen, zieht der Mann eine Pistole und schießt auf 2 der Frauen. Der Mann ist, nachdem er die Schüsse abgegeben hat, hier in aller Seelenruhe so lang gelaufen, hat die Leute noch angeblickt wie ein Beamter, der seine Pflicht getan hat. Je me suis levée, je me suis retournée, j'étais assise dos à la porte et j'ai dit « Allons, sortez s'il vous plaît. C'est un centre d'accueil pour les femmes. Nous sommes prêtes à vous aider dehors, sur le pas de la porte. » Nous ne l'avons pas allumé, nous ne l'avons pas provoqué, rien. Il a dit « Je n'en ai pas pour longtemps. » Il a fait un pas vers l'intérieur, a plongé la main dans son trench, sorti un pistolet et tiré sur nous, Fatma et moi. Plus tard, j'ai appris que Fatma avait eu le ventre perforé. Moi, j'ai été touchée au cou, ici, et j'ai eu une écorchure, une éraflure à l'épaule.
Je l'ai échappé belle, parce que j'ai perdu beaucoup de sang. La balle a traversé l'artère postérieure. Mit Schüssen wurden eine 39-jährige Türkin getötet und eine 21-jährige lebensgefährlich verletzt. Eine Mitarbeiterin hier, eine türkische im Laden, die während der Tat dabei war, wollte vor der Kamera nichts aussagen. Dasselbe war auch hier mit Augenzeugen aus der Nachbarschaft. Deutsche wie Ausländer haben offenbar unglaublich viel Angst. Je me souviens bien de cet événement. J'étais une enfant. Mes parents condamnaient le meurtre et qualifiaient le coupable de shérif 6, c'est-à-dire sans honneur. C'est l'année où mon père m'a inscrite à Madonna, une initiative féministe pour les filles et les femmes de notre quartier. J'ai été tout de suite fascinée par l'idée de l'égalité des sexes. Aujourd'hui, les voix les plus fortes qui réclament ce droit pour les musulmans viennent elles-mêmes du monde islamique. Comme ici, à l'association Heroes. Ahmad Mansour aide les jeunes musulmans à dépasser des stéréotypes d'un autre temps. Je l'ai rencontré il y a quelques années à Madonna. Un Palestinien militant pour les droits des femmes, ce n'était pas banal. Bien sûr, à 13 ans, j'étais très misogyne. Je pensais que toutes les femmes devaient porter le voile. Non parce qu'elles le désiraient, mais parce que leur sexualité représentait un danger pour l'ensemble de la société islamique. Je voulais que les femmes restent à la maison. Je souhaitais en trouver une que j'éduquerais moi-même, qui me dirait toujours oui et qui me préparerait à manger. Au total, il m'a fallu presque 15 ans pour me libérer définitivement de toutes ces idées. Lui aussi, il a une barbe de salafiste. Non, il a pas de barbe. Il a plus de barbe. Mais où est ta barbe? Je l'ai rasé. Je faisais peur aux gens. Les contraintes d'un monde patriarcal ne pèsent pas que sur les filles et les femmes. Les garçons subissent également une énorme pression. Ils doivent correspondre à l'image traditionnelle de la masculinité et ont aussi peu de liberté d'action que les filles. L'association Heroes s'est donnée pour mission d'aider les jeunes musulmans à s'émanciper et à s'autoriser à penser autrement. Les femmes n'ont pas d'autonomie. Par exemple, elles ne peuvent pas avoir de petite amie. Elles doivent rester vierges et sont mal vues quand elles portent certains vêtements. C'est une réalité qui touche la majorité d'entre elles et que nous voulons changer. Les problèmes sont là. Ils sont plus ou moins marqués d'une famille à l'autre, mais ils existent et nous voulons les combattre. C'est notre message et notre mission. Zeynep! Und was machst du hier? Was machst du? Jeden Tag spielst du diese Scheiße. Ja. Steh mal auf, was ist los mit dir, wenn dein Vater nach Hause kommt? Was ist das, hä? Ich hab ein bisschen Gameboy gespielt. Ja, jeden Tag spielst du das, was ist los mit dir? Hast du überhaupt gehört, wen ich gerade gerufen hab? Zeynep? Und, wer ist Zeynep? Meine Schwester. Richtig, deine Schwester, wo ist sie? Ich weiß nicht. Sag mal, was heißt ich weiß nicht? Hä, wer ist der Mann im Haus, wenn ich nicht zu Hause bin? Ich. Guck mal, es ist dunkel draußen. Ja. Geh sie gefälligst holen. J'ai animé un atelier avec Ahmad. On posait des questions intéressantes à la classe, filles et garçons confondus, du genre « Si tu as une fille et un fils, qu'est-ce qui est le plus déshonorant? Que ta fille ne soit plus vierge ou que ton fils soit dealer ?» La réponse était unanime. Une fille qui n'est plus vierge est une plus grande honte pour la famille qu'un fils dealer. Pour argumenter, il disait que si une fille n'est plus vierge, on ne peut pas revenir en arrière, la famille est salie. Par contre, si un fils vend de la drogue, il peut arrêter à tout moment. Les hommes s'aperçoivent-ils que je suis vierge? S'ils me posaient la question, je leur répondrais que ça ne les regarde pas. À ma famille non plus, je dis rien. J'ai de compte à rendre à personne. À personne. Mon rapport à la sexualité n'est pas simple. Avant tout, ça me fait peur et jusqu'ici, je n'ai pas eu de petite amie.
J'ai encore vraiment beaucoup d'appréhension et aussi mauvaise conscience dès que je pense que je pourrais avoir envie de coucher avec un homme. Pour mon père, c'est haram. Ce n'est pas bien si je le fais. Ce serait trahir ma famille, me trahir moi-même ou trahir la religion. En tout cas, ça me culpabilise. L'islam régit depuis toujours les relations entre les sexes. Les règles et préceptes sont résumés dans le livre des bons usages en matière de mariage, écrit par le célèbre théologien et philosophe Al-Ghazali, voici plus de 900 ans. Il s'est référé au Coran et aux enseignements du prophète Mahomet pour rédiger son abrégé sur les thèmes du mariage, des rapports hommes-femmes et de la sexualité. Dans l'ensemble du monde musulman, ces règles vieilles de 900 ans constituent la base idéologique des prêches et conseils sur la vie conjugale. La virginité a 3 vertus. Premièrement, la femme se prend d'affection pour l'homme, se familiarise avec lui et se forge ainsi ses premières impressions sur l'amour. La nature se sent plus à l'aise avec ce à quoi elle est habituée depuis le début. À l'inverse, il peut facilement arriver qu'une femme ayant déjà connu d'autres hommes et expérimenté plusieurs relations soit rebutée par un trait de caractère qui ne correspond pas à ce qui lui est familier, si bien qu'elle conçoit une aversion pour son époux. Deuxièmement, cet état garantira davantage l'amour de l'homme, car la nature éprouve une certaine répugnance pour une femme qu'un autre a déjà touchée. L'idée même lui est désagréable. Troisièmement, une femme ne se languira que de son tout premier homme. Or, le premier amour est en général celui qui dure le plus longtemps. Je viens d'une famille où le modèle patriarcal dominait et où il ne fallait surtout pas être curieux. Alors bien sûr, à l'adolescence, quand j'ai voulu avoir mon premier rapport sexuel, je ne connaissais pas mon corps. J'en avais honte. Les sentiments de culpabilité sont apparus après. Ils étaient violents et ils me terrifiaient. La peur de la mort, de l'enfer et du châtiment de Dieu était si forte qu'elle a pesé sur mon psychisme, sur mon âme. On se dit, bon sang, je n'en peux plus, je ne veux plus continuer comme ça. J'ai envie de vivre, de m'amuser, de rencontrer des femmes, d'explorer ma sexualité. Mais on ne peut pas éviter la culpabilité, le sentiment d'être sale, de commettre une faute. On pense, comment Dieu va-t-il me punir? Ça a donc été un combat. Pour nombre de musulmans, utiliser les mots islam et sexe dans la même phrase, c'est déjà violer un tabou. Mais évoquer ces problèmes, c'est aussi faire le jeu des xénophobes. En tant que journaliste et réalisatrice, je marche depuis des années sur la corde raide, oscillant entre récupération et mise en danger. Comment expliquer à mon fils que notre nom ne se trouve pas sur la sonnette? Et que faire si un de ces extrémistes islamiques me traque à nouveau pour me demander « Te sens-tu encore en sécurité dans la rue ?» Selon Seyran, l'islam a besoin d'une révolution sexuelle. C'est d'ailleurs le titre qu'elle a donné à son livre, paru en 2009, un ouvrage polémique. Après avoir achevé ce livre, je me suis dit que je n'aurais plus jamais besoin d'en écrire un autre parce que j'avais touché là au cœur du sujet dans le monde islamique. Inutile de palabrer sur la violence domestique, les mariages forcés, les crimes d'honneur, etc. Toutes ces questions sont directement liées à l'autonomie sexuelle de la femme. Voilà le principal problème auquel l'ensemble du monde musulman est confronté actuellement. Cette oppression sexuelle, cette poudrière, cette tension sexuelle est palpable au quotidien.
Il faut en parler bien plus ouvertement, bien plus clairement. Pourquoi oblige-t-on les femmes à porter le foulard ou le tchador? Pour que les autres hommes ne les voient pas dans toute leur beauté. En clair, pour ne pas attiser leur désir. Le quotidien est sexualisé. La vie entière est sexualisée, du matin au soir. Et ce, à un degré tel qu'on est constamment sous pression. « 30 ans après l'attentat dans le centre d'accueil pour femmes, Seyran a reçu de nouvelles menaces de mort. Elle a annulé toutes les conférences et renoncé à faire la promotion de son livre. Pas d'interview, pas de plateau télé. Elle a dû fermer son cabinet d'avocat pendant 1 an et la police lui a conseillé de se cacher avec sa famille, ce qu'elle a fait. Tu pourras la tenir seule? On pourra la lire? C'est bon à ton avis? Oui, ça devrait aller, je pense. C'est assez grand. Ouais. Je m'en occupe. Ok, mais fais ça bien. C'est la semaine de l'islam, une manifestation organisée pour la 2e fois à l'hôtel de ville de Berlin. Et parmi les intervenants, il y aura des extrémistes, des personnes placées sous la surveillance des services de renseignement. Il n'est pas acceptable que dans un bâtiment public, et a fortiori à l'hôtel de ville, on donne une tribune à de tels individus pour s'exprimer. Et donc nous estimons que les musulmans ne représentent pas un danger pour cette société. Même s'ils se sentent souvent abandonnés et exclus, et qu'il leur est difficile de se sentir loyaux envers l'État. Wir sprechen weiter, oder? Ja, wir ignorieren Sie. Okay. Nous allons récapituler une fois encore les devoirs de la femme envers l'homme. La femme restera à l'intérieur de la maison, assise à son rouet. Elle ne montera pas trop sur le toit pour regarder autour d'elle. Elle ne parlera pas trop aux voisins et se rendra chez eux uniquement en cas d'urgence. Elle ne quittera pas la maison, sauf avec la permission de son époux, et quand elle sortira, elle se couvrira de vêtements usés, choisira des chemins peu fréquentés et évitera les rues principales et les marchés. Elle veillera par ailleurs à ce qu'aucun étranger n'entende sa voix ou ne la reconnaisse à son apparence. L'homme marchera en tête.
suivi par elle-même et sa famille. Il m'est arrivé très souvent d'être montré du doigt par des musulmans, turcs ou arabes. C'est très dur. Parfois, ils venaient me demander « Hé, t'es pas turc? Pourquoi tu fais la fête ?» Moi, j'étais complètement estomaquée. C'est quoi cette question? Non mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Je leur disais « Attends, toi aussi t'es turc? Alors qu'est-ce que tu fais là ?» Je leur posais toujours cette question et ils me répondaient « Je suis un homme. »« Ah, t'es un homme, donc tu as le droit de faire la fête. Moi, je suis une femme, donc j'ai pas le droit, c'est ça ?» Non. Désolée, mais retourne à l'école. T'as encore des choses à apprendre parce que ce que tu dis est carrément stupide. Israël, l'ancienne patrie d'Ahmad. Béatrice et Ahmad se sont mariés à Berlin. Ils s'apprêtent à célébrer une seconde fois leur union, cette fois-ci en arabe. Il y a des gens qui ne viendront pas à mon mariage parce qu'ils trouvent ça moralement condamnable. C'est leur affaire. Mais que trouvent-ils moralement condamnable? Eh bien, le fait que j'épouse une femme qui ne soit pas issue de ma culture, que je vive avec elle depuis 3 ans déjà, et qu'elle ne soit pas vierge, ni musulmane. Je suis très attaché à mes parents. C'est pour ça que je fais ce mariage. Je le fais pour eux, mais ça ne m'amuse pas. Ahmad et Béatrice m'emmènent à Tyra. C'est là qu'Ahmad a grandi, au cœur d'Israël, dans une ville arabe où l'islam rythme la vie quotidienne. Ahmad ne veut pas descendre de voiture, nous ne ferons donc que passer. Le bruit court qu'il a renié sa foi. Ici, beaucoup de gens considèrent qu'un arabe qui lutte pour les droits des femmes et la réconciliation des musulmans et des juifs est une honte. Ça peut être dangereux pour lui. Autrefois, pourtant, il était comme eux. Je dirais qu'à l'époque, on m'a lavé le cerveau et que j'avais des tendances islamistes en moi. Un jour, mon professeur m'a demandé si je n'avais pas envie de l'accompagner pour en apprendre un peu plus sur ma religion, pour en savoir un peu plus sur le Coran. C'était sympa. Ça se passait dans cette mosquée, en bas, dans la cave. Ça a été le début d'un engrenage. De jour en jour, de rencontre en rencontre, les propos sont devenus plus virulents à l'égard des personnes qui pensaient autrement et qui ne voulaient pas d'un islam aussi conservateur. C'est allé tellement loin que j'ai même rêvé d'un État islamique, d'une Oumma mondiale, une communauté islamique qui domine le monde et reconquiert l'Espagne et l'Europe tout entière. 90% des prédicateurs, y compris le vendredi en cours de religion, se focalisaient sur les femmes. Ils nous expliquaient qu'elles étaient dangereuses et responsables de toute la misère du monde. Pour eux, tout ce qui se passait ici-bas avait un rapport avec les femmes. Si elles se voilaient, nous deviendrions une puissance mondiale. C'était aussi simple que ça. Tu y croyais? Oui. Je croyais que si les hommes ne pensaient pas à leur sexualité, ils pourraient devenir productifs.
votre fille à vous, vous aimeriez bien qu'elle s'habille avec une mini-jupe? Répondez à ma question. Votre fille à vous... Elle aime bien, si elle aime bien, oui, c'est OK. Si elle aime bien, d'accord. C'est votre opinion, mère. C'est votre opinion. Nous, on ne nous a pas appris ça. Voilà, c'est votre opinion. Vous avez le droit d'avoir votre opinion. Mais c'est dangereux. Parce que les jeunes filles, maintenant, qu'est-ce qu'on leur apprend? C'est de s'habiller avec les mini-jupes. Mais l'éducation, dans le Coran, dans la Bible, on ne nous a pas appris ça, mère. On ne nous a pas appris ça. On ne nous a pas appris à habiller les mères, les jeunes filles de jupes, de mini-jupes. On ne nous a pas appris ça. Que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, dans toutes les religions du monde, on ne nous a pas appris ça, mère. On ne nous a pas appris que votre fille, elle doit s'habiller en mini-jupe. Alors ça, c'est le système français du gouvernement. Parce qu'ils leur vendent des vêtements. Le groupe des Femen a été créé en 2008 en Ukraine et peut désormais compter sur de nombreux soutiens dans le monde entier. Zana se rend pour la première fois au QG français des Femen. Zana, enfin en vrai et pas en photo ou en vidéo. Comment ça va? Bien. Bienvenue. C'est agréable de faire partie d'un groupe de personnes qui ne peuvent pas non plus fermer les yeux sur ce qui se passe et qui mettent tout en œuvre pour attirer l'attention sur certains problèmes et ne pas laisser la situation empirer. Avant, je me sentais très seule. Je me disais que je réagissais de manière excessive et que je me faisais peut-être des idées. Maintenant, je sais que ce n'est pas le cas. Ce qui serait bien, c'est que tout de suite, quelqu'un puisse nous faire signe rapidement, dès que la police arrive. Comme ça, on pourra très vite former un cercle. Voilà comment on va faire. On croise les bras et derrière, on se tient par la main. Les policiers nous voient de face, ils ne voient pas ce qui se passe derrière. Et le cercle est fermé. Allez, on essaie. On forme un cercle. Quand des femmes attaquent un système qui a été fait par et pour les hommes, comme Zana ou d'autres filles qui ont les mêmes origines, alors oui, c'est une révolution. Une révolution isolée qui influence la société entière. Si je suis un policier, je ne vois pas ce qui se passe derrière. Comment vous vous tenez? Si je me mets à tirer, ce n'est pas facile. Je ne peux pas la sortir du groupe, malgré tous mes efforts. C'est une très bonne tactique pour rester en place. Le fait que des femmes originaires du monde arabe, issues de familles musulmanes, décident de rejoindre les Femen pour parler de leurs conditions de vie au sein de la religion islamique nous a rendues plus fortes. Si tu suis la religion musulmane, c'est comme on dirait que tu es tirée vivante, c'est ça. Je connais quelques-uns de mes voisines qui ont été tuées à cause qu'il a tombé enceinte avant le mariage. J'ai un cas, ils n'ont jamais été jugés, jamais rien du tout. On enterre la fille et c'est bon. Ouais, je connais quelques-uns, ouais. C'est vrai que je ne veux pas parler de ça toute ma vie personnelle trop, mais j'étais pas vierge parce que j'étais violée et avec mon ex-fiancé et qui m'a violée et il m'a photographiée juste pour que je continue pas mon école. Et, j'ai cédé pendant 1 an et demi parce que pour moi c'était pas le problème, le viol. J'ai pas accepté, mais c'est les photos. Les photos, c'est ça. Une femme nue. Parce que pour moi, une femme nue, c'était grave. Et j'ai toujours
peur que ces photos, il le montre à papa, malgré qu'il y a des preuves que j'étais attachée et tout, mais moi, les seins, voilà, le corps de la femme, j'étais complexée. Donc, il ne faut pas, surtout ma famille, voir les photos, même je suis attachée, même il y a des preuves que j'ai rien fait. Mais non, c'est pas acceptable. Donc, que j'avais peur, j'ai pas dit à personne. Il y a que ma sœur. Après, j'ai continué 1 an et demi chez moi. J'ai pas le droit de sortir, j'ai pas le droit de voir mes amis, j'ai pas le droit de rien. La grande différence entre les jeunes femmes qui sont ici et moi, c'est qu'elles vivent aujourd'hui une vraie rupture dans leur vie. Elles quittent leur famille pour s'installer dans la maison que leur mari a construite. Cet homme, elles ne le connaissent pas très bien. Ils ne se sont vus que quelques fois. Ils ont peut-être été fiancés pendant 2 ans. Ils ont pu sortir un peu ensemble. Mais c'est maintenant qu'ils vont vraiment apprendre à se connaître. Moi, j'ai la chance de connaître mon mari, avec tout ce que ça implique. Donc, il n'y a pas de surprise. Pour le mariage arabe, Béatrice est préparée 3 heures durant. Pendant ce temps, d'autres mariées vont et viennent. Certaines sont d'abord coiffées, puis entièrement voilées de noir avant de quitter le salon. Elles se rendent ensuite à une fête où les hommes et les femmes sont séparés. Les parents d'Ahmad ne souhaitaient pas que nous assistions à la cérémonie. La réputation de leur fils étant déjà écornée, une équipe de tournage allemande n'arrangerait pas les choses. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'aurais à nouveau de si bonnes relations avec mes parents. J'avais peur de ne plus jamais les revoir. Ça me rendait très triste. Ce n'était pas ce que je souhaitais. J'avais pourtant le sentiment que je ne pourrais plus jamais m'entendre avec eux, ni les revoir. Par la suite, je me suis battue pour que les choses s'arrangent, que l'amour triomphe. Celui qui ne tape pas sa fille se tapera plus tard les genoux de désespoir. Je ne permettais pas à Seyran de rendre visite à ses amis, d'aller à des anniversaires ou de participer à des voyages scolaires. Tout ça, on lui interdisait. Je le regrette. Quand nous sommes arrivés en Allemagne, les autres Turcs nous ont raconté tout et n'importe quoi. Et chez nous, la notion d'honneur est importante. Il peut arriver quelque chose de grave à une fille. Elle peut perdre son honneur. C'est pour ça que je ne la laissais jamais sortir. Je remercie Dieu que Seyran s'en soit aussi bien sorti alors que je l'ai tant opprimé. C'est un miracle. Voilà comment je vois les choses. Un miracle. Dieu nous a miraculeusement envoyé Seyran. Je le remercie de nous permettre de vivre cette journée. Ma mère m'enseigne la prière. Je travaille actuellement sur un projet de construction d'une mosquée. Alors j'apprends à bien prier avec elle. Est-ce qu'elle critique? Il s'agit de formuler des critiques sur le statut dominant de l'homme dans l'islam. En tant que musulmane, il est important que je critique ma religion, que je puisse le faire. Mais ça ne signifie pas que j'ai l'intention de la combattre en tant que telle, ou de l'abolir. C'est absurde.
Je souhaite que ma religion évolue. Je veux pouvoir porter des vêtements modernes. Je veux pouvoir vivre avec mon temps. En cherchant un haut dignitaire de l'islam qui accepte de me parler ouvertement du rôle de la femme dans la société musulmane, je me retrouve ici, à la Grande Mosquée de Paris. C'est l'une des plus grandes mosquées d'Europe qui rassemble des musulmans de tous les courants. Son recteur, Dalil Boubaker, jouit d'une renommée internationale. Il décide qui peut prêcher à la Grande Mosquée. Les islamistes n'ont pas leur place ici. En laïc convaincu, Dalil Boubaker défend l'interdiction du port du voile à l'école, ce qui ne lui vaut pas que des sympathies. Lui aussi reçoit des menaces de mort. Je suis prêt. Il me montre un morceau de l'étoffe sacrée qui recouvre la Kaaba de la Mecque. C'est un cadeau d'un prince saoudien. On a du mal à croire qu'il a des amis là-bas. Ça vient de la Mecque, d'Arabie. C'est un morceau du tissu de la Kaaba. Vous l'avez reçu en cadeau? C'est sacré. Dans cette mosquée, nous avons ceci. C'est sacré. Voilà. En psychiatrie, l'état pré-édipien que beaucoup de musulmans restent, bleiben, stop, ça prédispose à toutes les névroses que Freud a décrites. La névrose d'angoisse, la paranoïa, surtout les névroses obsessionnelles. Obsession. Die Frau ist Satan. Meine formation ne comprend pas que vous êtes un être humain normal, comme un autre. Non. Dans ma conception pré-édipienne, parce que je ne sais pas la réalité de la femme, je lui prête tous les paranoïas. Paranoïa. Ça veut dire, je vous vois en dehors de votre réalité. Vous souffrirez, parce que moi, je vais voir chez vous tous les péchés, tous les drames, toutes les obsessions que je fais sur vous. Et la sexualité sera marquée par cet état infantile de la sexualité, non pas mature. Je ne vous verrai pas comme une femme, je vous verrai comme un jouet, je vous verrai comme quelque chose qui sert à ma satisfaction ou à mon obsession, à ma maladie. C'est une vision maladive de la femme. Et quant aux imams, alors là, c'est des obsédés sexuels. Des obsédés. Les musulmans ne sont pas pires que les autres, ils sont comme les autres. Seulement, leur éducation n'a pas suivi. Elle est restée à moitié. À moitié. Je trouve cette explication très intéressante. Si l'évolution s'est arrêtée à mi-chemin, elle pourrait bien repartir un jour ou l'autre. Une société libre est peut-être le cadre idéal pour cela. Je crois que nous avons besoin de plus de voix comme celle de Dalil Boubaker, car il donne de l'espoir. Lorsque ma cousine est morte d'une maladie cardiaque à 28 ans, son fiancé turc a organisé une cérémonie funéraire musulmane. Mes cousins, les autres parents et amis de sexe masculin n'ont pas pu faire leurs adieux à la défunte. Un imam se tenait devant la salle mortuaire et demandait à chaque homme son lien de parenté avec elle. Il utilisait l'expression turque « nikah geçer ». Autrement dit, ce pourrait être un partenaire sexuel. Il ne peut donc pas entrer. Quand une femme meurt, aucun homme ne peut la voir, hormis son père,
son grand-père, son frère, son fils, son petit-fils ou son mari. Dans l'islam, la sexualisation de la femme se poursuit jusqu'après sa mort. Ce sont même des hommes qui décident de sa dépouille. Dann lass zuerst das Bett. Das ist das Höchste, sagst du, oder? Das war nicht so, wie du machst. Ja, cool. Ça, c'est Mouri, mon cousin. Salut. Tout le monde pense du bien d'elle maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce qu'elle avait fait et ce qu'elle allait faire. Ils ont été agréablement surpris. C'est ça les familles turques. Ils avaient tous une opinion négative d'elle. Ils pensaient qu'elle ferait la fête, qu'elle inviterait des garçons chez elle, mais je sais pas quoi encore. Une fille qui couche avec plein de types est une traînée, c'est ça? C'est ce que pensent nos familles. Pas nous, les jeunes. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Si ma cousine se comportait comme ça, je voudrais pas le savoir. Mais t'aurais rien contre? Comment tu vois les choses? Si on venait me dire que ma cousine a couché avec un tel et un tel, je pèterais un câble, c'est clair. Les femmes doivent connaître leurs limites. Quoi? Je veux dire... Enfin, je sais pas... Oui, toi, par exemple. Les hommes aussi? Écoute, si 4-5 types viennent me dire qu'ils ont couché avec ma cousine, ça me choque. Par contre, si 4-5 filles viennent me dire qu'ils ont couché avec mon cousin, j'en ai rien à fiche de ce qu'il fait, que ce soit un playboy ou pas. Mais si des types viennent me dire que... Et elle, c'est une traînée. C'est toujours pareil. Tu me comprends pas, Arifé. Mais c'est vrai. C'est stressant, je trouve, de subir tout le temps cette pression. Elle vit seule, mais elle ne fait rien de mal. Pourquoi on ne peut pas vivre librement? Vraiment librement? Je suis libre. Mais c'est vrai qu'on se sent limité. On a peur d'être vu par le frère de l'oncle d'un tel ou par X, Y, Z. J'ai plus envie de ça. J'ai hâte d'y être. Je recommence quasiment à zéro. Je vais m'installer à Halle. On verra bien. Je suis vraiment contente de partir d'ici, de prendre mes distances et de tout recommencer toute seule. Notre rencontre, c'était le destin. Nous étions à une conférence organisée à Munich par l'initiative Stop à l'achat du sexe. J'ai toujours suivi les activités des Femen et je voulais rencontrer Zana. Je me disais que nos chemins se croiseraient tôt ou tard. À Munich, elle m'a dit qu'elle avait une formation d'assistante juridique. J'étais justement en train de restructurer mon cabinet. Et j'ai pensé qu'il me fallait une assistante qui me comprenne en tant qu'avocate et militante politique. Pour moi, les Femen, ce n'était qu'une nouvelle forme d'expression. J'ai décidé de quitter le groupe pour investir mon temps et mon énergie dans une véritable action politique. Et c'est ce que je fais maintenant. J'aspire à militer de nouveau au sein d'un parti politique et à agir dans le cadre de la loi pour changer les choses. Et puis, je souhaite m'engager dans d'autres organisations, travailler sur le terrain, aider directement les personnes qui en ont besoin. L'an dernier, j'avais l'impression que je n'en faisais pas assez, que je n'obtenais pas suffisamment de résultats et que je pouvais aller plus loin.
On va avoir notre première fille. À la mi-avril, on espère. Je pense que notre fille jettera des ponts entre les deux mondes. Elle portera les deux cultures en elle et dans l'éducation que nous lui donnerons, nous tâcherons de lui transmettre le meilleur de chacune d'elles. J'espère aussi que notre fille fera passer un message, à savoir qu'on n'est pas obligé de choisir un camp, ni de se limiter. Enfin, je souhaite que les gens comprennent à travers elle qu'il ne faut pas forcément associer la liberté au péché, à la honte ou au déshonneur. C'est une évidence pour moi. Ma fille grandira dans un environnement où la liberté régnera et où elle pourra vivre sa vie. Si elle est à Tira et qu'elle fait d'autres expériences, on devra lui en parler. Mais je ne pense pas que ce sera une révolution pour elle. Pour moi, sans doute que oui, mais pas pour elle, ni pour sa mère d'ailleurs. L'idée que chacun et chacune de nous naît libre me semble essentielle. Pouvoir s'épanouir librement est un droit fondamental, même s'il n'est pas acquis pour tout le monde. Je connais beaucoup de personnes comme Ahmad, Zana, Arifeh ou Seyran, qui sont prêtes à payer le prix fort pour cela. Je rêve d'une société qui soutienne ces hommes et ces femmes dans leur cheminement, qui défendent toujours et pour tous le droit à la liberté. Plus d'autonomie et de liberté, moins de foulards, moins de femmes enfermées. J'aimerais que les femmes et les hommes puissent prier ensemble à la mosquée, sans être lapidés pour ça, ni provoquer de protestations à l'extérieur. Je souhaite plus de tolérance envers ceux qui se considèrent comme des musulmans libéraux, comme des musulmans laïques. J'aimerais aussi qu'on puisse vivre en sécurité, qu'on ne reçoive plus de menaces de mort, qu'on en parle, et surtout que plus aucune jeune fille ne se fasse tuer sous prétexte qu'elle n'a pas saigné la nuit de noces. Ce serait bien que de tels drames n'arrivent plus.